L'autoroute s'étendait à perte de vue devant moi, gris pâle sous un ciel qui n'arrivait pas à choisir entre soleil et orage. Je conduisais depuis l'aube, de ce genre de long trajet qui vous rendent à la fois agité et engourdi. Sur la banquette arrière, enveloppée dans des couches de lin, reposait une boîte souvenir en bois, quelque chose que mon père avait jadis sculpté de ses propres mains. À l'intérieur, j'avais placé une paire de chandeliers en argent qui était passée de ma grand-mère à moi. Ce soir, je comptais les offrir à Darius comme un geste de bénédiction pour ses fiançailles. La maison de mon frère se trouvait à 12 heures de route, mais je me disais que cette distance n'était rien en comparaison des années que nous avions partagées autrefois. Lorsque nous étions enfants, il n'y avait pas de kilomètres entre nous. Je me souvenais de nous, assis sur les berges de Pin River avec des cannes à pêche trop grandes pour nos mains, nous défiant d'attraper la première perche. Darius trichait toujours, tirant sur sa ligne pour faire semblant d'avoir une prise. Et moi, je riais jusqu'à en avoir mal aux côtes. Quelque part entre les plaines de l'Illinois et les collines du Missouri, ces souvenirs me tenaient compagnie. Nous avions chuchoté des secrets sous des tentes faites de couvertures, inventé des histoires pendant de longs trajets en voiture, et compté l'un sur l'autre lorsque nos parents se disputaient dans la cuisine. Je pensais à ces nuits où Darius se glissait dans ma chambre après un cauchemar, prétendant qu'il n'avait pas peur, seulement qu'il s'ennuyait. C'était ce garçon-là que je voulais revoir, celui pour qui j'étais prête à conduire une demi-journée entière. Les heures devenaient de plus en plus lourdes à mesure que la route se resserrait en petite ville. Les stations-service se confondaient, les gobelets de café s'empilaient sur le siège passager. Mes épaules me faisaient souffrir, mais mon cœur gardait un espoir têtu. Quelle que soit la distance que le temps avait bâtie entre nous, je croyais que ce dîner pouvait être un pont. Des fiançailles étaient plus qu'une étape, c'était le début d'une nouvelle famille, l'occasion de se rappeler les anciens liens qui comptaient. Lorsque j'entrai enfin dans sa ville, le ciel était devenu doux et gris, de ce gris qui retient son souffle avant la pluie. Je réajustai la boîte sur le siège à côté de moi et murmurai, comme si les chandeliers pouvaient entendre, ça en vaut la peine. Quand je tournai enfin dans la rue de Darius, je sentis le poids de l'épuisement se mêler à l'anticipation, les deux pressant contre mes côtes tandis que je me garais dans son allée. Le quartier était calme, du genre où toutes les pelouses semblaient coupées à la même longueur, où chaque porche portait une couronne identique. La maison de Darius se dressait plus grande que je ne l'avais imaginé, avec ses lignes nettes et ses angles précis. Rien à voir avec la maison où nous avions grandi. Je restai un moment assise, moteur éteint, les mains sur le volant, me répétant que ce long voyage en valait la peine. La boîte en bois me parut plus lourde lorsque je la soulevai du siège. Je redressai les épaules, montai les marches et frappai à la porte. Pendant quelques secondes, je n'entendis que le faible éclat de rire venant de l'intérieur. Puis la porte s'ouvrit. Ma belle se tenait là, la main encore sur la poignée, ses yeux s'écarquillant juste assez pour trahir la surprise avant de reprendre une expression plus froide. Elle jeta un regard derrière moi, comme pour vérifier si quelqu'un d'autre m'accompagnait, puis reporta son attention sur la boîte que je tenais dans mes bras. J'ai apporté quelque chose pour le dîner de fiançailles, dis-je, en forçant la chaleur dans ma voix. Elle pencha la tête, un mince sourire aux lèvres. Oh, dit-elle doucement. Ils ont eu le dîner hier. Ces mots tombèrent comme des pierres, chacun s'enfonçant plus profondément. Je clignai des yeux, croyant avoir mal entendu. Hier ? Juste la famille proche, ajouta-t-elle presque en guise d'après-coup, bien que son regard ne quittât pas le mien. La boîte me brûlait presque les bras tant je la serrais. Derrière elle, j'entendis des verres s'entrechoquer, des chaises grincer, le bourdonnement de gens que je n'étais pas censé voir. Je restai figé, le seuil entre nous plus solide qu'un mur. Le sourire de ma belle ne changea pas, mais elle ne se poussa pas non plus. Pendant un instant, j'ai cru que Darius apparaîtrait derrière elle, qu'il rirait et dirait qu'il s'agissait d'un malentendu. Mais les secondes s'étiraient et personne ne vint. Ma belle se déplaça légèrement et dit, presque poliment, peut-être une autre fois. Puis la porte se referma, doucement mais définitivement, me laissant seule sur le perron avec seulement le poids dans mes bras et l'écho de voix qui n'était plus pour moi. De retour dans la voiture, je posai la boîte sur le siège passager, comme une accusation à laquelle je ne pouvais échapper. Mes bras me faisaient encore mal d'avoir attendu sur le perron, espérant un accueil qui ne vint jamais. La lumière du porche brillait derrière moi, mais la porte ne se rouvrit pas. Personne n'appela mon nom. Seul le rire, étouffé par les murs, me parvenait faiblement, comme si j'avais déjà été effacé de l'image. Je fixai mon téléphone, m'attendant à tout instant à voir un message de Darius. Une explication précipitée, ou au moins des excuses. Rien. L'écran resta noir, le silence plus lourd que n'importe quel mot. Mon esprit se mit à dérouler les années, à dévider de petits souvenirs. L'anniversaire où j'avais conduit des heures pour le surprendre, pour découvrir qu'il était parti camper avec la famille de ma belle. Les appels qu'il promettait de rappeler mais qu'il ne fit jamais. Le week-end où j'avais réglé une facture qu'il jurait prendre en charge. Chaque souvenir revenait avec la même fin silencieuse, moi qui attendais, lui absent. Je démarrai le moteur et repartis, le bruit des pneus sur le gravier remplissant l'espace où la conversation aurait dû être. Les rues défilaient,
toutes semblables. Maison taillée dans une symétrie parfaite. Famille réunie derrière des rideaux. Chaque fenêtre éclairée me rappelait un endroit où je n'avais pas ma place. Quand j'atteignis la sortie de la ville, l'autoroute s'étendait comme un ruban sombre, ne menant nulle part en particulier. Je ne pouvais pas affronter le long trajet du retour cette nuit-là. Pas avec la boîte encore fermée à côté de moi. Je me garai devant un motel de bord de route, son enseigne au néon bourdonnant faiblement contre le crépuscule. Dans la chambre, le silence m'accompagna. Je posai la boîte sur la table, intacte, et m'allongeai sur le matelas raide. Mes yeux restèrent ouverts, suivant les fissures du plafond, tandis que les vieux souvenirs pesaient contre le rejet encore vif dans ma poitrine. Ce qui avait été autrefois rire et secret entre frères et sœurs n'était plus que le bruit d'une porte qui se ferme, me laissant avec un silence que je n'avais pas choisi. La nuit au motel se fondit dans le matin, me laissant agitée et vide. Lorsque je rentrai enfin chez moi, la maison me parut plus froide que d'habitude, son silence presque délibéré. Je posai la boîte sur la table du hall, incapable de la regarder en face, et me dirigeai directement vers le tiroir que j'ouvrais rarement. C'était un simple tiroir en bois dans mon bureau, mais je savais exactement ce qu'il contenait, l'histoire silencieuse de tous les sacrifices que j'avais faits pour Darius. La première enveloppe que je sortis était marquée d'encre bavée, le contrat de prêt que j'avais rédigé à la main lorsqu'il m'avait demandé de l'aider à lancer sa première entreprise. 12 000 $, de l'argent que j'avais grappillé à partir d'économies destinées à réparer mon toit. Il m'avait promis de me rembourser dans l'année. Il jurait que c'était le début de quelque chose de solide. Cette entreprise ferma avant même que l'encre de ses plans n'ait séché, et le remboursement ne vint jamais. En dessous, il y avait une autre pile de papier, des avis d'imposition foncière tamponnés en rouge. L'année où il avait appelé, presque en larmes, parce que lui et ma belle allaient perdre leur maison à Flagstaff. Le lendemain matin, j'envoyai 27 000 $ sans hésiter. Il avait dit qu'il n'oublierait jamais ce que j'avais fait pour lui, qu'il régulariserait la situation dès qu'il serait sur pied. Je n'en parlais jamais à nouveau, même quand les mois devinrent des années. Puis il y avait la carte de crédit, celle à mon nom qu'il utilisait uniquement pour les urgences. Le solde avait fluctué avec le temps, mais le schéma ne changeait jamais. Dîner, vol, choses dont je ne posais jamais la question. Chaque mois, je la payais, me répétant que c'était plus simple que de déclencher une dispute. Je déposais les papiers un par un sur le bureau, les chiffres me renvoyant le reflet d'une confiance mal placée. Chaque promesse résonnait dans mon esprit, je te rembourserai. Je n'oublierai pas ça. Tu ne le regretteras pas, et pourtant, me voilà, assise dans une maison silencieuse, le tiroir ouvert comme une confession, les papiers flous devant moi, et pour la première fois depuis des années, je me demandais si ma dévotion ne m'avait pas coûté non seulement de l'argent, mais aussi le respect que je pensais avoir mérité. Ce soir-là, je m'assis à la table de la cuisine avec les documents encore étalés devant moi. Les chiffres ne ressemblaient plus à de l'aide. Ils ressemblaient à des chaînes que j'avais volontairement enserrées autour de mes propres poignets. Cette pensée me noua l'estomac. Je pris la carte de crédit et la tins dans ma main. Le plastique était usé, les bords adoucis par des années passées dans son portefeuille, glissés sur des comptoirs que je ne verrais jamais, payant des repas que je ne goûterais jamais. Mon nom y était imprimé. Pourtant, elle n'avait jamais vraiment été à moi. Je pris le téléphone et composai le numéro inscrit au dos. La voix à l'autre bout était polie, efficace, me demandant de confirmer ma décision. Oui, dis-je, ferme et clair. Annulez-la, avec effet immédiat. Quelques frappes plus tard, la ligne tomba silencieuse, et le poids que je ne savais pas porter disparut aussi. Je me laissai retomber sur la chaise, l'air autour de moi plus net, plus libre. Pendant des années, je m'étais dit que le sacrifice était de l'amour. Que couvrir ses dettes, le renflouer, maintenir la carte ouverte, tout cela signifiait que j'étais une bonne sœur. Mais l'amour transformé en obligation cesse d'avoir l'air d'amour. Il commence à ressembler à de la faiblesse. La maison était silencieuse, ce genre de silence qui m'oppressait après le décès de Thomas. Ce soir-là, il semblait différent, moins vide, davantage comme un espace qui m'était rendu. Je pensais aux années où j'avais confondu dévotion et silence, au moment où j'avais laissé la culpabilité guider mes choix. Peut-être que le respect n'avait jamais manqué de son côté. Il avait manqué du mien. Quand je me couchais enfin, je m'attendais à ce que le tourbillon de regrets m'empêche de dormir. Au lieu de cela, je fermai les yeux et m'endormis rapidement, la poitrine libérée. Pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois, je dormis sans rêver de porte se refermant devant mon visage. Au matin, je me réveillai avec une clarté que je ne savais pas capable de porter. 5 jours passèrent avant que le téléphone ne sonne enfin. Je taillais les dernières roses d'été dans le jardin lorsque je vis le nom de Darius s'afficher à l'écran. Pendant un instant, je laissai sonner, me rappelant toutes les fois où je l'avais appelé pour être ignoré. Cette fois, je laissai sonner 2 fois avant de répondre. « Hélène » dit-il, sa voix aiguë et tremblante. La carte ne fonctionne pas. Pas de salut, pas de pause, juste la panique pressée dans ses mots.
Je pouvais entendre des voix en arrière-plan, ma belle, urgente et sèche, et le bruit étouffé de quelqu'un frappant, peut-être un livreur à la porte. Un bébé pleurait quelque part dans la maison. Des papiers bruissaient. Les contours de son monde semblaient effilocher, se défaire. J'ai essayé 3 fois, continua-t-il, le souffle court. Ils disent que c'est refusé. On a des factures, des gens qui attendent. Que se passe-t-il? Le moment s'installa sur moi comme un étang immobile. Pas de pouls qui s'accélère, pas de précipitation pour arranger les choses, juste le calme. La même carte qui m'avait autrefois attachée à ces urgences ne me liait plus. Je l'ai annulée, dis-je doucement. Il se tut, la ligne grésillant entre nous. Puis vint le son de l'incrédulité, le demi-rire que je connaissais si bien. Quoi, Hélène? Tu ne peux pas. Comment sommes-nous supposés? Je fermai les yeux et respirai l'odeur des roses coupées. Elle n'a jamais été censée être à toi, Darius. Ces mots dégringolèrent, passant de la colère à la supplique. Juste le temps que je m'organise. Je te rembourserai. Je le jure cette fois. Ne me laisse pas tomber comme ça. S'il te plaît. Mais rien en moi ne bougea pour répondre à cet appel ancien. Je laissai le silence s'étendre, remplissant l'espace où vivait ma peur. Il attendait, s'attendant à la version de moi qui se précipitait toujours pour adoucir le choc. Elle avait disparu. J'ai oublié, dis-je enfin, mon ton ferme. Avant qu'il ne puisse répondre, je raccrochai. Les roses à mes pieds semblaient plus éclatantes, leurs pétales ouverts au soleil déclinant, comme si elles savaient qu'un poids avait été déplacé. Les appels ne s'arrêtèrent pas après ce premier. Darius rappela dans l'heure, puis à nouveau le lendemain matin. À chaque fois, sa voix changeait, oscillant entre tons comme un homme essayant différents masques. D'abord la colère, des syllabes sèches et tranchantes pour me coincer. Puis la raison, ces mots adoucis, reprenant l'ancien rythme de persuasion que je connaissais depuis l'enfance. Enfin, le désespoir, la voix d'un garçon me suppliant de ne pas le laisser derrière. Je l'écoutais passer par toutes ces étapes, de la même manière que je l'avais écouté tant de fois auparavant. Je me souvenais de son sourire quand il avait besoin de quelque chose, de sa capacité à tisser son charme dans la culpabilité jusqu'à ce que je ne puisse plus distinguer l'un de l'autre. Pendant des années, cela fonctionnait. J'avais cru en lui-même quand je n'aurais pas dû, confondant son besoin de proximité avec la preuve d'amour. Mais debout dans ma cuisine maintenant, le téléphone contre l'oreille, je réalisais que le charme était brisé. Il ne m'apportait plus de chaleur. Il me rappelait seulement combien j'avais donné sans poser de questions. Hélène, dit-il encore, sa voix se brisant. Tu ne comprends pas ce qui est en jeu. Juste un peu plus de temps. Je fermai les yeux, laissant le silence s'étirer entre nous jusqu'à ce que ces mots se réduisent en statique. Puis je parlais, assez doucement pour que même moi je remarque la différence en moi. J'ai oublié. Le silence qui suivit fut plus lourd que sa colère, plus tranchant que sa supplique. Avant qu'il ne puisse trouver une réponse, je mis fin à l'appel. La maison s'installa autour de moi, non plus pesante, simplement immobile. Je restai un moment debout, le téléphone à la main, sentant le sol se stabiliser sous moi d'une manière qu'il n'avait pas fait depuis des années. Pour une fois, le choix m'appartenait, et il ne s'agissait pas de le sauver lui, mais de me sauver moi-même. Je posai le téléphone sur le comptoir, me tournai vers la fenêtre et regardai la dernière lumière du jour s'éteindre à l'horizon, sachant que le silence entre nous s'était transformé en quelque chose d'irréversible. Les messages commencèrent 2 jours plus tard. De longues chaînes de mots essayant de se tisser en excuses. Le ton de Darius oscillait violemment. D'abord la culpabilité, puis le chagrin, puis des promesses teintées de la désespérance familière. Je n'ai jamais voulu te blesser, disait l'un. Un autre, tu sais que je te rembourserai cette fois. Ne renonce pas à moi. Puis encore, la famille ne devrait pas tourner le dos quand les choses deviennent difficiles. Je l'ai lu sans répondre. Toutes ces phrases se confondaient en un même refrain creux que j'avais entendu pendant des années. Elles avaient un poids autrefois suffisant pour me replonger dans le silence. Maintenant, elles sonnaient creuses, comme des échos rebondissant dans une pièce vide. Lorsque j'ouvris mon téléphone pour me distraire, le monde de ma belle apparut lumineux et poli sur l'écran. Des photos de dîner, des verres levés, ces légendes pleines de joie. Elle taguait Darius à chaque photo, leur sourire parfait, leur table bondée. Aucun signe de facture impayée, aucune trace d'appel resté sans réponse, aucune ombre de la panique que j'avais entendue dans sa voix. C'était une performance autant pour eux-mêmes que pour quiconque regardait. Ils pouvaient m'effacer de l'histoire avec un sourire, tout comme ils m'avaient claqué la porte au nez. Cette pensée ne me transperça plus. Elle clarifia. Leur amour n'avait jamais été un amour sans chaîne. C'était une laisse que je resserrais à chaque fois que je donnais. Je posai le téléphone et laissai le silence revenir. Pour la première fois, il ne ressemblait pas à un abandon. Il ressemblait à une distance que j'avais choisie. La boîte souvenir reposait encore intacte sur la table du hall, son bois poli captant la lumière de l'après-midi. Je passai la main dessus et ne ressentis plus aucune urgence à la livrer.
Elle m'appartenait jusqu'à ce que je décide autrement. Dehors, l'air portait le tranchant vif de l'automne approchant, et je compris que la saison changeait autour de moi autant que je changeais en son sein. La vie que j'avais menée à leur merci se refermait comme un chapitre, et quelque chose de plus stable commençait à prendre sa place. Les semaines suivantes s'écoulèrent avec un rythme plus calme. Sans les dépenses de la carte de Darius apparaissant sur mes relevés, je vis des chiffres que je n'avais pas vus depuis des années. Ce qui avait été englouti par ces dettes m'appartenait à nouveau, et ce changement ressemblait à l'ouverture d'une fenêtre dans une pièce que je ne savais pas suffocante. Le premier choix que je fis fut pratique. J'envoyai un paiement supplémentaire pour mon hypothèque, voyant le solde diminuer avec une satisfaction qui n'avait rien à voir avec les chiffres et tout à voir avec le contrôle. Chaque paiement était une petite déclaration: cette maison, ce toit, m'appartenait grâce à mes efforts, pas parce que je m'étais mise en second plan pour les besoins de quelqu'un d'autre. Le deuxième choix fut pour la joie. Je m'inscrivis à un cours d'art au centre communautaire, quelque chose que j'avais toujours repoussé faute d'argent à dépenser. Je pénétrai dans cette salle lumineuse un jeudi soir, l'odeur de peinture et d'argile emplissant l'air, et pris place parmi des inconnus portant leurs propres désirs silencieux. Tenir un pinceau à nouveau me fit sentir que je reprenais une part de moi que j'avais mise de côté trop longtemps. Le troisième choix fut pour les autres. J'écrivis un chèque pour le refuge pour femmes du centre-ville, anonyme et discret, sans besoin de reconnaissance. Je savais ce que c'était que de donner sans être vu. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'être effacé. Il s'agissait de se tenir aux côtés de personnes qui méritaient de savoir qu'elles n'étaient pas seules. Chaque acte, pris individuellement, était petit, mais ensemble ils formaient un nouvel équilibre. Ce qui avait été pris sans merci servait désormais à construire quelque chose de solide, qui m'appartenait entièrement. Et à mesure que l'automne s'approfondissait, je me sentais prête pour ce qui allait suivre. L'appel survint tard, bien après que la maison se fût installée dans son calme familier. La voix de Darius était basse, lourde de quelque chose qui pouvait être du regret, bien que je n'en sois pas certaine. Il bafouilla sur ses erreurs, sur des pressions que je ne pouvais comprendre, sur son désir de réparer les choses. Je le laissai parler, mon silence n'étant plus une cage, mais une frontière. Lorsqu'il fit enfin une pause, s'attendant à ce que je m'adoucisse, je me contentai de dire que je l'avais entendu. Je n'offris rien de plus. Après avoir accroché, je me dirigeai vers le hall où la boîte souvenir reposait encore. Pendant des semaines, elle était restée en pleine vue, rappel de ce que j'avais voulu lui offrir, de ce que je croyais autrefois porter l'histoire de notre famille. Je la pris délicatement, la portai jusqu'à mon bureau et l'ouvris pour la glisser dans le tiroir où je conservais les choses les plus importantes. Je le fermai à clé avec une petite clé en laiton. Ce n'était plus un cadeau retenu. C'était une préservation, en attente de quelqu'un capable d'en comprendre le poids et de la traiter avec le respect qu'elle méritait. Je restai un moment, la main posée sur le tiroir, réalisant que les héritages ne se transmettent pas seulement par le sang. Ils se gagnent par le respect, se protègent avec soin et se transmettent à ceux qui prouvent leur valeur. Pendant des années, j'avais confondu famille et obligation, amour et sacrifice, silence et loyauté. Maintenant, je les voyais pour ce qu'ils étaient, des choix que je pouvais faire différemment. Et dans cette prise de conscience, je sentis le sol se stabiliser sous moi. J'éteignis la lumière du bureau et me dirigeai vers le calme de ma chambre, emportant avec moi non pas une perte, mais une nouvelle certitude de ce que signifiait appartenir.